Salut YouTube, aujourd'hui on va parler de mentalisme sur cette chaîne parce que c'est un peu quand même le but de cette chaîne à la base. Et je tourne toujours dans cette deuxième pièce de mon bureau parce qu'il y a de gros travaux. Des énormes travaux dans la rue de gaz, d'électricité, ça fait un bordel monstre. Donc c'est ma solution de repli. Comme ça vous voyez que j'ai fait ma vaisselle par rapport à la dernière vidéo. Ici vous voyez qu'il y a des casse-têtes en attente. Le planning des vidéos qui doit sortir. Et puis les quelques bricoles que j'ai réalisées en un an et 4 mois. Mais ça on en reparlera un jour. Aujourd'hui on va parler de la prise de décision de notre cerveau. D'une pour la comprendre, de deux parce qu'il y a des choses intéressantes, de trois parce que vous allez faire un test aussi vous-même, et de quatre parce que quand on sait comment ça fonctionne, on peut aussi s'en servir dans du mentalisme sur soi-même ou sur les autres. Mais sur soi-même, c'est plus intéressant pour éviter que le cerveau ne décide à notre place d'une manière incohérente. Ce que notre cerveau n'aime pas, c'est qu'il y ait des contradictions. On en a déjà parlé sur cette chaîne, ce sont les dissonances cognitives. Il aime pas ça, le cerveau. Quand il croit un truc, on lui démontre que c'est pas vrai, il fait si, c'est vrai. Je t'ai dit c'est vrai, tu juges pas, c'est vrai. Ok, ça, il va falloir qu'il trouve toujours des solutions de compensation ou alors de changement de conviction. Et il y a une super étude qui a été mise en place et qui l'a démontré. On appelle cette étude la tâche fastidieuse de Festinger. Alors Festinger, il a dit je vais faire un truc cool à des étudiants, je vais leur faire mettre des patterns dans un tableau d'une manière la plus relou possible. Donc c'est des petits picots que tu mets dans des trous dans un tableau. Voilà, c'est génial. Et il payait les étudiants pour faire ce job, il les payait soit $1, soit $20. Donc c'était suivant l'étude qu'ils voulaient faire. Mais c'était exactement la même tâche, longue, on va pas se mentir, bien chiant. Mais attention, ils n'étaient pas payés pour faire cette tâche, non, ça ils n'avaient pas le choix, ils étaient étudiants, c'était durant leurs heures d'études. Non, ils étaient payés pour aller convaincre un autre étudiant que cette tâche-là était intéressante. Et c'est là où ils donnaient soit $1 pour aller convaincre une autre personne que c'était intéressant à faire, soit $20, ok? C'est tout le but de l'étude, il se trouve à ce moment précis. Voilà ce qui se passe. Ceux qui étaient payés $1 trouvaient la tâche plutôt intéressante à faire en fait. Et ceux qui étaient payés $20 trouvaient que la tâche était vraiment relou, très fastidieuse à faire. C'est ce qu'a démontré cette étude. Tous ceux qui avaient payé $1 disaient non mais ça va, c'est intéressant en fait. Et ceux qui étaient payés $20 disaient ben non, ça sert à rien en plus, il n'y a pas de but. Le fait d'être obligé de faire ça donc crée une dissonance cognitive, c'est une espèce de gêne cérébrale. Donc ceux qui étaient payés $20 pouvaient régler cette gêne avec le fait que c'était pas trop mal payé en fait. Juste pour faire ça, toucher $20 et aller convaincre quelqu'un après, ça va, c'était un bon taf. Donc c'était ok pour eux, il n'y avait plus de dissonance, elle était court-circuitée par la compensation de l'argent. Mais ceux qui avaient été payés seulement $1, ça c'était un vrai problème parce que leur cerveau a du mal à accepter ça et c'est très indélicat à vivre. Pour ne pas subir cette contradiction, ils ont été obligés de changer leur conviction initiale, c'est-à-dire qu'après, ils peuvent te dire que vraiment, je te le dis Jean-Marc, c'était cool. Cette dissonance-là aussi, on la retrouve des fois quand tu as acheté un truc très cher et qui fonctionne pas comme tu voudrais toi. J'ai un exemple, j'ai acheté moi-même le HomePod et il est pas ouf en fait, c'est une bonne enceinte mais j'ai pas du tout aimé sa manière de faire, il se connecte même pas à l'école etc. ou à l'Apple TV. Bon, j'ai trouvé ça naze. Si je la gardais et qu'on m'avait demandé ce que j'en pensais, je pense que j'aurais dit ouais mais ça va parce que le son, écoute-moi bien mon petit bonhomme, il est terrible, j'aurais pas parlé de tout ce qui m'agace. Bon, je l'ai revendu direct, comme ça j'ai perdu un tout petit peu de sous mais pas trop, et désolé pour celui qui l'a acheté du coup qui le découvre en vidéo, mais le fait de l'avoir vendu directement m'a permis en fait de pas être en dissonance parce que voilà, je m'en étais débarrassé. Quand on n'arrive pas à régler sa dissonance avec soit une compensation, soit en la réglant définitivement, on a tendance à changer sa conviction initiale alors que c'est pas du tout ce qu'on croit. Alors là je vous fais une parenthèse, voilà, magnifique parenthèse d'ailleurs. Louisa Egan de l'université de Yale en 2007 a réussi à démontrer qu'il n'y avait pas que les êtres humains d'ailleurs qui étaient suivis à la dissonance, les animaux aussi. Elle a fait une étude avec des singes à qui elle offrait en fait le choix entre deux sucreries de deux couleurs différentes. En vrai c'était les mêmes. Et donc les singes devaient faire un choix délibéré et complètement injustifié pour en prendre une des deux. Après, quand elle leur représentait d'autres sucreries, ils avaient tendance à reprendre la même, ils justifiaient leur choix complètement délibéré de la première fois en continuant, en montrant qu'il y avait une conviction derrière, alors qu'il n'y avait pas de conviction puisqu'au départ, c'était les mêmes. Bref, tout ça, ça nous emmène sur une étude de mentaliste que j'ai découvert il y a 10-15 ans, qui a été réalisée en 1960 par Peter Watson sur le biais de confirmation. Je vais vous demander de faire un choix dans quelques secondes, c'est un test qu'on va faire ensemble. Il y aura un sondage au-dessus de moi sur lequel vous pourrez répondre ou dans les commentaires si vous le souhaitez. Ne trichez pas, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui est cool, c'est de voir comment ça a aussi évolué depuis 1960. Voici les 4 mêmes cartes qui avaient été réalisées en 1960, à savoir un B, un E, un 4 et un 8.
Le test est très simple, je vais faire une affirmation. Si une carte est marquée d'un B sur le recto, alors il y a toujours un 4 sur le verso. Je répète, si une carte est marquée d'un B sur le recto, alors il y a toujours un 4 sur le verso. Voici mon affirmation, ok? Quelle carte vous allez retourner pour vérifier cette affirmation? Vous pouvez retourner une carte, donc vous décidez, mettez pas 3 heures non plus, je vais pas faire de pause à la vidéo, donc vous décidez et vous votez pour savoir quelle carte vous allez retourner. Je vous laisse faire. Maintenant, ça doit être fait. Attention, je vais les retourner. Alors pour l'instant, en fait, on s'en fout. Je n'ai rien écrit derrière. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui nous intéresse. À l'époque, en 1960, la majorité des participants avaient décidé de retourner le 4. Alors on verra si là c'est la même chose ou si ça a vraiment évolué avec le temps. En fait, c'est pas un bon raisonnement complet au final. Mais instinctivement, on comprend pourquoi ça fonctionne. Pourquoi? Parce que derrière le 4, s'il y a un B, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu être autre chose. Ça aurait pu être un A, un C, etc. Ça ne contredisait pas l'affirmation initiale qui disait « derrière un B se trouve toujours un 4 ». Mais on n'a jamais dit que derrière un 4, il y avait toujours un B. Donc, même s'il y avait eu un B derrière, ça ne prouvait rien. Et s'il y avait eu autre chose, ça ne prouvait rien non plus. Le bon raisonnement, évidemment, était de retourner le B. S'il y avait un 4 derrière, alors ça ne confirmait pas à 100% parce qu'on ne sait pas si derrière tous les B il y a toujours un 4, mais en tout cas, s'il y avait autre chose qu'un 4, alors on savait que l'affirmation était complètement fausse. Et le deuxième plus intéressant à retourner n'était pas le 4, non, c'était le 8. Ce qui était intéressant à faire, c'est de retourner d'abord le B et ensuite le 8, parce que si derrière le 8 il y a autre chose, bon on s'en fout, mais si par malheur derrière le 8 il y a un B, alors ça prouve encore une fois que l'affirmation était fausse. Cette affirmation, il est plus simple de démontrer qu'elle est fausse que de démontrer qu'elle est vraie. Alors que prouve l'expérience de Wasson? C'est surtout ça en fait, dans le fait d'aller chercher le 4 plutôt que de retourner le B ou encore le 8 qui serait quelque chose d'assez malin. Ça prouve qu'on a tendance à toujours chercher des preuves qui vont aller dans le sens des croyances qu'on a déjà. Si on croit quelque chose, on a tendance à aller chercher ce qui va prouver ce qu'on croit déjà, qui est une croyance pure au départ, plutôt que de chercher des choses qui pourraient se mettre en opposition contre ça. Aujourd'hui, c'est un vrai problème avec la génération dans laquelle on est nous, dont on fait partie, parce que sur Internet, avec les cookies, avec les trucs comme ça, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, avec l'algorithme, etc., on nous fait voir que ce qui correspond déjà à ce qu'on aime déjà, donc ou à ce qu'on croit aimer, parce qu'on a regardé 3 vidéos sur des maisons hantées, on va être à fond en suggestion sur les trucs de maisons hantées, et puis si ça se trouve, on va avoir des publicités sur Google par rapport à ça, etc. Donc tout est fait pour aller dans le sens de ce qu'on croit connaître, de ce qu'on connaît déjà, et de ne pas nous sortir de notre zone de confort. Donc ça augmente les biais de confirmation qu'on a dans la vie. Et même sans parler d'internet, on a tendance à lire quand même la presse, les journaux par exemple qui sont en accord avec nos convictions. Les mecs de gauche lisent des journaux de gauche, les mecs de droite lisent des journaux de droite. Donc on reste dans notre bocal. C'est pareil pour la science en fait. Du coup, quand on croit quelque chose depuis longtemps et qu'on arrive à nous démontrer un peu ce que fait Max Beer d'ailleurs avec les idées reçues, que ben non, en fait c'est pas ça. La majorité des gens ont tendance à remettre l'étude en question et à dire non mais la science n'est pas prête en fait encore pour ça. Et ça, je le sors pas de mon chapeau. Il y a une étude de 2010 qui a été faite sur le sujet et qui a démontré ça. Il faut pas du tout avoir peur du changement. Ça c'est un des trucs quand on apprend à faire du mentalisme. On apprend aussi à être un petit peu souple, à être très curieux, mais à être très très souple dans nos croyances. Souvenez-vous, sur cette chaîne en 2016, je vous parlais de la direction des regards en PNL. Peut-être je vais vous mettre la vidéo là-dessus. Et en 2017, il y a une vidéo qui est sortie sur ce sujet-là. Toujours sur ma chaîne, je vous la mets également ici si vous voulez la voir, parce que en fait des études ont démontré l'inverse, et même les créateurs de la PNL, les auteurs de la PNL sont revenus là-dessus. De la même manière, c'est idiot d'avoir des croyances contre juste parce que la science ne s'y est pas intéressée. Depuis des années, je disais des choses par rapport à la dilatation de la pupille en fonction de la luminosité d'un mot auquel on pensait. On m'a souvent taxé d'escroc sur ce truc-là, et en juin 2017, je vous remets encore une vidéo ici, est sortie une étude de CNRS ex-Marseille Université qui en fait ont démontré, ont quantifié ça, et en fait c'est complètement juste scientifiquement parlant. Donc il faut être aware. Si ça vous dit, on pourra faire une suite à cette vidéo sur les émotions et les prises de décision liées à ça. C'est très intéressant, je vous ai pas donné encore de cas concrets, si ce n'est que pour vous de vous méfier de vos propres biais de confirmation et de vos propres changements de conviction interne que vous ne maîtrisez pas. Mais on pourrait aussi voir comment on peut se servir de ça
sur les autres, soit dans un tour pour les bluffer par exemple, soit au contraire pour de la manipulation bienveillante, attention, pour les emmener à faire attention eux-mêmes. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on aille dans cette direction-là. Je sais que les vidéos de mentalisme maintenant, c'est pas ce qui est le plus regardé sur ma chaîne. C'est quand même con parce que c'est l'ADN. Donc si vous êtes ici, que vous êtes présent, n'hésitez pas, mettez un like pour que je le sache, pour me motiver aussi. Parlez dans les commentaires, le but c'était de retrouver ces échanges qu'on a pu avoir quand même quelquefois, c'est assez passionnant. Et puis si vous êtes chaud, dans ces cas-là, je ferai un épisode 2, peut-être un peu plus poussé encore sur le sujet, et puis surtout avec des cas concrets qu'on pourrait mettre en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, je vous mets un lien vers la vidéo de Château Aventure, parce qu'elle était vraiment extrêmement délire à monter, allez voir ça. Ici, je vous mets un lien vers le dernier casse-tête qui est sorti sur la chaîne, et puis et à très bientôt, quoi. Voilà, c'est ça. C'est à 6 h du matin, le mercredi, mais des fois le lundi, des fois le vendredi. Abonne-toi, ciao!